Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 30 avril 2014. Alors, nous allons poursuivre ce matin l'entretien qui a été diffusé il y a 15 jours autour d'un livre que vraiment je recommande d'acheter. Cet ouvrage a pour titre « Crise mondiale de l'eau, l'hydrodiplomatie ». Il est édité aux éditions de Passy et son auteur est mon invité. Bonjour Norbert Lipsick. Bonjour. Pour rappel, vous êtes ingénieur des mines, diplômé de la Columbia University. Et si vous avez travaillé dans l'informatique pendant une grande partie de votre carrière, vous vous passionnez pour l'environnement, étant le correspondant en France de plusieurs ONG américaines, anglaises et israéliennes. Le développement durable n'est pas pour vous un concept creux, puisque vous avez tenu une rubrique sur ce sujet pendant 20 ans sur une radio parisienne. Dans la première partie de notre entretien, j'ai voulu que l'on plante le décor autour d'Israël, et on a situé ainsi la géopolitique de l'eau au niveau de ses voisins immédiats, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie. Vous avez une connaissance encyclopédique du sujet qui permet d'associer des chiffres à chaque problématique. Ressources naturelles, consommation, démographie, on a déjà eu une idée de la richesse des informations fournies par votre livre. Et cela va être encore plus le cas pour cette deuxième moitié d'émission où on va parler, entre guillemets, des sujets qui fâchent. Parce qu'au-delà de la problématique du processus de paix, au-delà des souhaits contradictoires des Israéliens et des Palestiniens, la question de l'eau est devenue une arme de propagande supplémentaire contre Israël qui est présentée non seulement comme un occupant illégitime des territoires palestiniens, mais en plus comme un voleur qui pille les ressources hydrauliques de son voisin en le contraignant à la misère et à la soif. Alors, Norbert Lipsick, je voudrais commencer par évoquer deux événements. D'abord, le rapport parlementaire de Jean Glavany, qui a été publié début 2012, et qui disait, je le cite, que la question de l'eau était révélatrice d'un nouvel apartheid au Moyen-Orient. Et puis il y a eu les propos de Martin Schulz, le président du Parlement européen, qui a dit il y a quelques mois devant la Knesset qu'un Israélien disposait de 70 litres par jour et un Palestinien de 17 litres. Or, ce ne sont pas des antisionistes radicaux, ni M. Glavany, ni M. Schulz. Alors pourquoi ne pas leur avoir répondu ? Et c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'un livre très technique comme le vôtre peut peser face au choc de telles affirmations ? Vous mettez tout à fait le doigt sur la technique de la rumeur telle que déjà Beaumarchais l'avait décrite. On répète le même mensonge basé sur des statistiques partielles, année après année, et il devient certitude. En fait, cette propagande anti-israélienne sur le thème « Israël vole l'eau des Arabes » a commencé après la guerre des 6 jours en 1967. Il a été décidé à la conférence de Khartoum par la Ligue arabe. Et depuis, on le voit fleurir dans les médias tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu, pour beaucoup, une certitude, alors que c'est faux. Quels sont les chiffres ? Quelle est la réalité ? Les Palestiniens consomment 50 mètres cubes par habitant et par an pour la consommation des ménages, ce qui fait 17 litres d'eau par jour. Les Israéliens disposent de 84 mètres cubes par habitant et par an pour cette même consommation des ménages, soit 25 litres d'eau par jour. Mais au total, les Israéliens consomment environ 2 millions de mètres cubes par an, 2 milliards de mètres cubes par an, ce qui représente au total 70 litres d'eau par jour. Donc d'un côté, on compare les pommes, et de l'autre côté, on compare la totalité des fruits et des légumes du marché. Alors, justement, parce que là, vraiment, il y a une polémique, vous donnez un tableau, page 41, avec les éléments suivants. Alors, cette fois-ci, l'évolution dans le temps. Si on considère le total d'eau fraîche disponible entre la Méditerranée et le Jourdain, le volume consommé par Israël, non seulement il n'a pas augmenté, mais il a diminué. On est passé de 1,4 milliard de mètres cubes en 1967 à un peu plus d'1 milliard en 2009. Or, la population a fortement augmenté, donc, quelque part, il y a eu une chute de la consommation par habitant. Pendant ce temps-là, la part totale allouée aux Palestiniens, d'après vos chiffres, est passée donc de 65 à 185 millions de mètres cubes.
ce qui aurait légèrement amélioré en fait la consommation par habitant, parce qu'eux aussi ont eu une augmentation de population. Seulement, je voudrais vous faire 3 remarques. La première, c'est que dans ce tableau, il n'y a que la Cisjordanie. Bon, il n'y a pas Gaza. Vous dites que la population est passée de 700 000 habitants à presque 2 millions, 1 950 000. Mais ce dernier chiffre est quand même minoré par rapport aux statistiques palestiniennes qui donnent 3 millions d'habitants, y compris les 200 000 de Jérusalem-Est. Et même si donc les chiffres de Martin Schulz sont fantaisistes, la part allouée aux Israéliens est quand même supérieure à celle allouée aux Palestiniens. Alors qu'est-ce que vous répondez à tout ça ? Alors, je n'ai pas répondu en totalité à votre première question qui était pourquoi n'avez-vous pas répondu à M. Schulz et à M. Glavany ? Si, j'ai répondu. M. Schulz a reçu mon livre. J'ai fait au moment du rapport Glavany un contre-rapport détaillé d'une dizaine de pages qui a été circulé auprès de l'ensemble du Parlement français. Du Parlement français, très bien. Et donc M. Glavany l'a reçu, je ne sais pas s'il l'a lu, mais il l'a reçu. Alors, maintenant sur la situation globale. Cette situation globale, d'abord, découle des accords qui ont été passés en 1995, les accords de Taba, qui ont fait suite aux accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, pour l'eau, prévoyaient une seule chose, l'objectif, c'est d'arriver à l'égalité et à l'équité entre les deux populations. Les accords de Taba ont mis ça en musique et dans tous les détails. Et là, je veux rendre hommage à quelqu'un qui est M. Shahad El-Attili, qui était le négociateur palestinien pour les questions de l'eau, qui a pris une approche totalement pragmatique. Il a dit « Moi, j'identifie les besoins de mes populations, j'identifie l'évolution de ces besoins dans le temps, et je veux que ces accords me donnent l'eau dont j'ai besoin. » Et c'est ce qui s'est passé. Il a obtenu ce qu'il demandait. C'est même allé beaucoup plus loin, parce que dans des accords, on sait que les situations évoluent, qu'il peut y avoir des conflits. Il faut des mécanismes de résolution de conflits. Et en particulier, le mécanisme le plus important qui a été mis en place, c'est ce qui s'appelle le Joint Water Committee, dans lequel Israéliens et Palestiniens siègent à égalité de nombre et d'importance, et surtout dans lequel chaque partie a le pouvoir de veto sur les projets de l'autre. Ce qui a forcé une collaboration qui s'est mise en place sur le terrain et qui est efficace jusqu'à aujourd'hui. Alors ça c'est très important, c'est donc d'avoir dit à notre micro qu'il existe non seulement un accord, mais une coopération de terrain, et malgré la situation politique qui n'est pas brillante, au moins ceci fonctionne. Alors il y a une dernière question que je voudrais vous poser pour les 3 minutes qui nous restent, elle est quand même assez fondamentale, c'est que finalement, la majorité de l'eau douce donc, provient des réseaux souterrains qu'on appelle les aquifères. Et vous le dites très clairement, il y a 2 aquifères pour Israël. Il y a celui qui est côtier, qui est à 90% sous le territoire israélien, le reste étant sous la bande de Gaza. Et puis, il y a l'aquifère principal, qui s'appelle l'aquifère de montagne. Et celui-là correspond au mont de Judée-Samarie, là où tombe le maximum de pluie. Mais les eaux sont pompées dans des puits qui sont situés en plaine. Ça a toujours été le cas. Mais si vous voulez, ça ne convient pas aux Palestiniens qui disent « on vole notre eau ». Très rapidement, point de vue jurisprudence, cette idée, la pluie tombe, l'aquifère est alimenté d'un côté, on pompe de l'autre côté, qu'est-ce qu'on répond à cette critique ? Je peux vous donner une réponse en faisant un parallèle. Si on acceptait la théorie des Palestiniens, qui est contraire au droit international, il faut le dire aussi, c'est important. Ça voudrait dire, par exemple, que la Suisse peut détourner complètement le Rhône et assécher totalement le Rhône pour les Français. Ce serait leur droit. Non, ce n'est pas leur droit, parce qu'il y a les droits historiques, parce qu'il y a les droits coutumiers, parce qu'il y a des accords qui ont été passés, et ces accords doivent être respectés. Ils font partie du droit international aujourd'hui, du moment qu'ils ont été signés et reconnus internationalement. Parce que les accords israélo-palestiniens ont été signés aussi par d'autres entités, l'Union européenne et les États-Unis et la Russie. Donc, ça fait partie du droit international. Et c'est très important ce que vous venez de donner comme exemple, celui de la Suisse, parce que il y a, vous le dites, il n'y a pas vraiment de loi internationale sur l'eau, mais il y a des jurisprudences. L'exemple que vous venez de donner, il y a des jurisprudences entre pays frontaliers. Il y a un corpus de textes sur les eaux partagées, dont un certain nombre d'entre eux sont déjà devenus loi internationale, donc qui obligent tous les États et toutes les entités
Et d'autre part, il y a toute une série de textes qui vont beaucoup plus loin, qui ont été élaborés par l'ONU, qui n'ont pas encore été approuvés par l'Assemblée générale et donc qui ne seront pas force de loi, mais dans lesquels tous les États occidentaux s'obligent à les respecter. Donc Israël s'oblige à les respecter également. Norbert Lipsick, le cœur de votre livre, page 85 à 110, intitulé « Israël, pôle d'excellence de l'eau », m'a énormément appris. Quelques éléments. Le pays recycle 80% de ses eaux usées. Ça doit être un record mondial. Et il utilise une technologie d'avant-garde qui permet de dépolluer suffisamment cette eau pour l'agriculture sans risquer de contaminer la nappe phréatique. Il a pu, grâce à des procédés de pointe, diminuer d'environ 20% le coût du dessalement de l'eau de mer. Et ça représente maintenant un pourcentage important de la consommation nationale. Il a mis au point des variétés de légumes, de tomates, de concombres résistants au sel et pouvant être arrosés même avec de l'eau saumâtre. Il y a le fameux arrosage goutte à goutte qui est connu internationalement. Il y a la gestion centralisée et informatisée de l'eau avec des compteurs dits intelligents. Et tout ceci a permis de remonter la pente par rapport au début des années 90. Vous dites, à cette époque, Israël consommait un tiers de plus d'eau que ses ressources naturelles. Il y avait un surpompage et ça risquait de polluer l'aquifère. Or, à côté de ça, il y a un chiffre qui est désolant. Vous dites que la perte d'eau due au mauvais état des tuyauteries est de 33% du côté palestinien. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine responsabilité d'Israël dans cette situation ? Alors, la responsabilité d'Israël est limitée et définie très clairement par les traités passés entre Israéliens et Palestiniens par les accords de Taba. Il est interdit aux Israéliens d'intervenir directement dans les territoires palestiniens, zone A et zone B, où se trouvent la plupart des installations hydriques israéliennes. Et la plus grande partie de la population aussi. Et la plus grande partie de la population. C'est le travail de la Compagnie nationale palestinienne des eaux qui a été créée, et de la Haute Autorité des eaux, qui dépend du gouvernement de l'autorité palestinienne. Et ils ont à juste titre très jaloux de leurs prérogatives et ne veulent pas que les Israéliens interviennent chez eux. La seule intervention qu'il y a des Israéliens chez les Palestiniens, c'est pour compenser quelque chose que eux devraient faire de par ces accords mais ne font pas, qui est la destruction des puits illégaux. Et c'est vrai qu'Israël est très attaqué là-dessus, en disant vous détruisez des puits. Ben oui, mais ce sont des puits illégaux. C'est-à-dire des puits qui ont été creusés sans autorisation et qui donc prélèvent dans les nappes phréatiques de manière incontrôlée, ce qui les met en danger. Comme en plus, toutes les eaux usées ne sont pas traitées du côté palestinien, mais sont simplement rejetées dans la nature, elles polluent les nappes phréatiques, elles polluent donc les sources d'eau pour les deux populations. Alors, quelques mots maintenant à propos du dessalement de l'eau de mer. Moi, j'ai appris par votre livre que les usines installées en Israël produisaient maintenant environ 600 millions de mètres cubes par an. Donc, c'est un peu moins du tiers de la consommation. C'est énorme quand même. Et par rapport au conflit donc, sur les ressources naturelles en eau douce, on a un discours qu'on entend, pas seulement du côté palestinien, qui consiste à dire, bon, bah, finalement, puisque les Israéliens se sont débrouillés à faire des usines de dessalement d'eau de mer, bah, pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas aux Palestiniens toutes les ressources en eau douce ? Or, vous élevez contre cette approche. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs pourquoi ? Alors, il y a toute une série de raisons. Une première raison, c'est qu'il y a des ressources naturelles qui ont été affectées aux Palestiniens et qu'ils n'exploitent pas. Qu'ils commencent déjà par exploiter celles-là. Mais ça voudrait dire de leur part des investissements. Or, ils ont d'autres priorités dans leurs investissements, ils ne les investissent pas sur l'eau. Deuxièmement, les Israéliens ont réduit les fuites dans leur réseau à un taux qui était comparable à celui des Palestiniens, aux environs de 35%, et qui est aujourd'hui à moins de 10%, ce qui est aussi un record mondial. Tout ça par une gestion intelligente des choses. Quand les Palestiniens ont fait cet effort-là, qui est nécessaire et qui leur apportera les ressources dont ils ont besoin pendant un bon bout de temps, à ce moment-là, on envisagera autre chose. Maintenant, Israël ne peut pas se baser totalement, uniquement sur des usines de dessalement de l'eau de mer, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un coût considérable.
ça impacterait l'économie israélienne de manière très forte. Deuxièmement, c'est une vulnérabilité militaire. On détruit une usine, on détruit l'alimentation d'un quart de la population ou d'un cinquième de la population. C'est énorme. Donc, c'est une grande vulnérabilité. Et la troisième raison est une raison du prix de l'eau lui-même, qui, lui, impacterait tout le pouvoir d'achat de toutes les populations. Alors, Norbert Lipsig, votre livre évoque Gaza, mais je dois dire que vous en parlez assez peu. Or, il y a là-bas une situation de grande pénurie d'eau qui est vécue par ces 1,5 million à peu près d'habitants. Alors, vous évoquez quand même la pollution du sol par des métaux toxiques, vous parlez même d'enfants qui ont eu la maladie bleue, c'est assez horrible. On sait que les habitants ne peuvent plus sans risque prendre l'eau du robinet, d'où un trafic d'eau minérale par les tunnels de contrebande, ça contribue à enrichir le Hamas, bien sûr. Pourquoi rien n'a été fait ? Pourquoi, par exemple, on n'a pas construit une grande usine dessalement ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas installé un vrai système de tout à l'égout à Gaza ? Bonne question. Pourquoi ? Alors, il y a des réponses. La première chose, c'est, effectivement, j'ai un chapitre dans lequel je parle de la situation. La situation de départ. La loi du sol et du sous-sol qui s'applique à Gaza n'est pas la même que dans tout le reste de la Palestine historique. C'est la loi égyptienne, de par le fait que ça a été occupé par les Égyptiens jusqu'à ce que... La population est d'origine égyptienne aussi. Et la population est très majoritairement d'origine égyptienne. Or, dans le droit égyptien, le propriétaire du sol est propriétaire du sous-sol, donc chaque agriculteur, propriétaire de sa ferme, peut creuser dans sa ferme un puits et tirer sur les nappes phréatiques sans aucun contrôle. Donc, infiltration d'eau de mer, parce qu'on est très proche du bord de mer, pour cette nappe phréatique. Et du coup, 80% des puits aujourd'hui donnent une eau salée qui est impropre à la consommation. Ensuite, pour les eaux usées, elles sont toutes rejetées dans la nature, donc se retrouvent dans la nappe phréatique. Là encore, pollution, tout ce dont on a parlé, et donc le risque sanitaire énorme de toute cette région. Et enfin, le dernier point, les usines de dessalement. C'est faux de dire qu'il n'y en a pas. Plusieurs usines de dessalement de petite taille privées ont été installées. Quand je dis privées, c'est-à-dire qu'elles appartiennent aux dirigeants du Hamas qui les ont installées, aux frais de la princesse, c'est-à-dire de l'autorité palestinienne, de la compagnie des eaux palestiniennes qui les a installées, mais c'est eux qui les exploitent en distribuant cette eau à prix élevé à la population, ce qui leur apporte un revenu important et un pouvoir important. Et dernier point, parce qu'il est fondamental, l'UNICEF, qui voit la situation sanitaire des enfants, a décidé de financer en totalité deux usines de dessalement de l'eau de mer qui devaient fournir la totalité des besoins de la population. Ils ont obtenu les accords, les financements. Ils ont obtenu l'accord de la compagnie palestinienne des eaux, qui exploiterait derrière, parce qu'elle a les techniciens qui sont formés, ils ont été formés en Israël, ils savent faire. L'UNICEF a lancé un appel d'offres international selon les règles. Cet appel d'offres international a été gagné par un consortium dans lequel l'une des fournitures avait un sous-traitant israélien qui lui fournissait une toute petite partie de la fourniture. Ça représentait moins de 1% du budget global. Ça a été suffisant pour le Hamas pour annuler le projet. Merci de ces précisions. Alors, toute dernière question, j'aimerais qu'on finisse un peu cette émission sur une note d'espérance. Et c'est vrai que votre livre donne une compilation extrêmement riche de tous les programmes internationaux qui ont été mis en œuvre pour aider les Palestiniens à combler leur retard. Bon, j'ai vu que les fonds sont venus de partout, de l'Union européenne, de l'Agence française du développement, d'agences de l'ONU. Mais, dernière question, est-ce qu'il y a eu au moins un exemple concret de coopération entre Israéliens et Palestiniens sur un projet, des échanges, des transferts de technologies, etc. Alors, d'abord, les transferts de technologies. Il y a un organisme de l'ONU qui s'appelle MEDREC, dont le siège est à Oman, et qui organise chaque année des formations des techniciens de l'ensemble du monde arabe aux technologies de l'eau. Les profs sont tous des Israéliens. Et ils enseignent dans le sultanat d'Oman. Alors, non seulement ils enseignent dans le sultanat d'Oman, mais une grande partie des cours organisés par MEDREC a lieu en Israël même. C'est extraordinaire. Et il y a chaque année, en Israël, dans différents instituts de technologie, des dizaines et des dizaines de techniciens et d'ingénieurs arabes
de Cisjordanie et de Jordanie qui viennent se former aux techniques de l'eau. J'ai parlé tout à l'heure du recyclage des eaux usées. Grâce à ce programme, la Jordanie est en train de mettre en place des usines de recyclage de toutes ces eaux usées et va atteindre un taux, va être le deuxième pays au monde derrière Israël, va dépasser l'Espagne qui était le second jusqu'à présent. Eh bien, c'est une note d'espoir qui, je pense, réjouit nos auditeurs, les auditeurs de toute origine qui suivent cette émission. Je voudrais vous remercier, Norbert Lipsig, pour le gros travail que vous avez fait, pour avoir accepté donc d'être mon invité. Et à mes auditeurs, merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.